Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement dans le Zoom? Incroyable, merci Meg. Donc, rebonjour ou bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, aujourd'hui, on va essayer de passer au travers de la section du code qui concerne la responsabilité civile. Comme d'habitude, je vais passer au travers de la section complète. Je vais donner mes commentaires sur les articles que je trouve pertinents et importants. Et si au fur et à mesure, je dis n'importe quoi ou vous avez une question, n'hésitez surtout pas à intervenir. Puis aussi, là, à la fin de la révision, je vais passer rapidement sur un ou deux exercices sur la plateforme cognitive que je trouve très pertinent puis qui, selon moi, représente bien ça représente un bel exemple de comment la matière peut être présentée puis comment ça peut s'appliquer un peu de manière plus concrète. Donc, on va regarder ça tantôt. Donc, avant de faire le tour des articles, j'ai dressé, là, on remercie mon collègue Léo, j'ai dressé avec son aide un peu une espèce de grille de raisonnement, on va dire, une espèce de grille de raisonnement en matière de responsabilité civile, à savoir un peu quand on est dans une mise en situation à l'examen, comment penser, comment réfléchir. Moi, pour moi, la responsabilité civile, c'est pas la matière qui me vient le plus naturellement. Donc, je me suis mis comme différentes étapes. J'ai un peu suivi ce qui s'est fait dans les capsules théoriques, donc un peu la manière dont la matière était séparée. Donc, tu sais, avant toute chose, on va d'abord déterminer si on est dans une situation de responsabilité extra-contractuelle ou contractuelle, parce que ça va changer le type de préjudice qui va être admissible et les recours, etc., etc. Donc, on détermine d'abord si on est sous 1457 ou 1458, parce que, par exemple, euh, il y a une présomption qui ne va pas être disponible euh, pour la responsabilité contractuelle, et etc., etc. Donc, premièrement, on regarde est-ce qu'on est dans 1457, dans 1458. Ensuite, on regarde la source du préjudice. Puis ici, la raison pourquoi je regarde la source du préjudice, c'est vraiment pour initialement mettre de côté, exclure certaines situations du type la LAA ou des situations sous la LATMP. Donc, s'il y a un accident de travail, un accident d'auto, direct, j'ai quelque chose qui s'allume, puis je me dis, je ne suis pas dans une situation qui va être couverte par les règles de la responsabilité civile. Donc, on peut pas, en fait, c'est des régimes qui sont no fault, on ne peut pas aller chercher de responsabilité auprès de la personne, même si elle est responsable dans un sens. Et aussi, je me suis laissé une note dans ma section à 1457. Je me suis encerclé ça pour me rappeler qu'il existe aussi, c'est le troisième point, qu'il existe la responsabilité pour les troubles de voisinage qui ne nécessitent pas de faute et qui peuvent soulever une responsabilité. Un peu à l'inverse de la LAA et de la LATMP qui, malgré une faute, il n'y a pas de responsabilité. Ici, sous l'article 976, s'il y a un trouble du voisinage qui est excessif, malgré l'absence de responsabilité, on peut établir une faute et donc ensuite dommages, intérêts, etc., etc. Donc, on garde ça en tête. Ça peut être une situation. Ça a été couvert dans un des exercices, mais brièvement, mais ça peut être vraiment là, une manière justement de condamner quelqu'un à des dommages intérêts sans reconnaître sa faute. Ensuite, le troisième point de mon analyse, on se demande on est dans quel type de préjudice, parce que ça va nous permettre justement de déterminer c'est quoi les règles de prescription applicables et les sommes qu'on peut demander, parce qu'il y a des plafonds sur certains types de préjudices. Ensuite, si je suis en matière contractuelle, je me demande aussi, je suis dans quel type d'obligation? Dans une obligation de moyens, une obligation de résultat, une obligation de garantie. Et ça va me permettre de déterminer ensuite, est-ce qu'il y a une exonération possible justement euh, par ma personne qui a causé le préjudice. Donc, c'est un peu ça le raisonnement que je suis à chaque fois que je résous un problème de respo civil. Puis, moi, ça m'aide vraiment justement à pas oublier des éléments ou à pas passer outre un détail qui me permettrait de trouver la réponse adéquate. Donc, si on commence à 1457, toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite, nanana, ne pas causer de préjudice à autrui. Et, alinéa 2, très important, on a les conditions. On dit lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir.
Donc, faut vraiment se dire, c'est quand la personne est douée de raison. Donc, c'est pour ça que ça nous permet d'exclure la responsabilité des enfants généralement en bas de 6-7 ans et d'exclure la responsabilité des majeurs non doués de raison. Euh, donc, quelqu'un, par exemple, qui serait en psychose au moment de la commission d'une faute, mais si on trouve qu'au moment de la commission de la faute, il n'est pas doué de raison, ben, il ne peut pas être trouvé responsable. Ensuite, 1458, responsabilité contractuelle. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Donc, elle va être responsable du préjudice causé par ce manquement. Et ici, moi, je me fais un renvoi à l'article 1434 qui nous indique que le contrat oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après la nature, les usages, l'équité ou la loi. Généralement, ce qui va être inclus, cette condition, disons, sous-entendue, implicite du contrat, ça va être l'obligation de sécurité. Donc, si par exemple, là, on a une mise en situation, quelqu'un euh, va dans un gym, signe un contrat de gym, mais on peut supposer que même s'il est dans le cadre d'une relation contractuelle avec son gym, le gym a quand même une obligation d'agir de manière prudente, etc., parce qu'il y a une obligation certaine pas absolue, mais une obligation d'assurer un environnement d'entraînement qui serait sécuritaire. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir soulever la responsabilité contractuelle du gym dans le cas d'une problématique et on va devoir soulever à ce moment-là l'article 1434 et on ne va pas pouvoir soulever les présomptions de 1459 et suivants, mais on va pouvoir arriver à un résultat qui est similaire. Mais le chemin pour y arriver ne va pas être le même. Ensuite, très important, on ne peut pas se soustraire aux règles du régime contractuel pour opter pour des règles qui seraient plus favorables. Dans le sens que si on a un contrat, on est obligé d'agir selon la responsabilité contractuelle et on ne peut pas se soustraire à ça en choisissant d'y aller en responsabilité extra-contractuelle. Donc, l'exemple le plus clair que je pourrais vous donner, c'est si, par exemple, on a une responsabilité contractuelle, je fais un contrat, par exemple, il y a un exercice là-dessus, je pense que c'est l'exercice langlois. Je fais un contrat pour que quelqu'un repeinture ma maison. Donc là, à ce moment-là, s'il y a un dommage qui est causé à ma maison durant le repeinturage de ma maison, mais je ne vais pas pouvoir agir sous 1457 envers la compagnie et dire que la compagnie ne s'est pas comportée en bon père de famille. Je vais pouvoir agir en vertu de 1458 pour dire qu'elle n'a pas correctement exercé ses devoirs contractuels. Maintenant, si la compagnie engage un sous-traitant pour réaliser cette peinture-là, par exemple, et que le sous-traitant agit en imbécile et détruit quelque chose sur mon terrain, je vais encore une fois pas être capable d'aller chercher la responsabilité de la compagnie à travers 1463 pour la réparation du préjudice causé par la faute des préposés dans l'exécution des fonctions. Par contre, je vais pouvoir, à travers la responsabilité contractuelle, aller chercher la responsabilité de l'entreprise en disant qu'elle est responsable des personnes qu'elle a engagées pour accomplir l'obligation auquel elle s'est engagée envers moi. Donc, le chemin pour arriver à la responsabilité va être potentiellement différent, mais dans les deux cas, je vais réussir à me faire indemniser. Ensuite, on a 1459 jusqu'à 1464 qui nous présentent justement des présomptions, des manières d'invoquer la responsabilité de quelqu'un pour le fait ou la faute de quelqu'un d'autre. Donc, premièrement, on a à 1459 le titulaire de l'autorité parentale. Donc, quand on dit autorité parentale, on fait ici référence aux articles, là, je pense que c'est 599 et suivant du Code, où on détermine qu'est-ce qui constitue, 597 et suivant, qu'est-ce qui constitue l'autorité parentale. Et à 599, on nous dit justement le droit et le devoir de garde, surveillance et éducation. Donc, le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur. Donc, ce n'est pas nécessairement une faute du mineur, ça va être un fait du mineur, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation. Donc,
L'idée, c'est de dire si le petit Jimmy décide de lancer des roches sur quelqu'un et qu'à ce moment-là, ça blesse un enfant, ben, le parent peut être trouvé responsable, à moins qu'il ne prouve, là, il y a une inversion du fardeau de la preuve, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation. Ici, c'est important de comprendre que même si quelqu'un est déchu de l'autorité parentale, il peut être tenu responsable sur la base de l'éducation qu'il a donnée à l'enfant. Imaginons un père, on va dire, un peu problématique, qui éduque son enfant un peu tout croche, puis après quelques années, se fait retirer l'autorité parentale. Puis là, l'enfant, avec des gros troubles de comportement, puis visiblement là, très influencé par l'idiotie de son père, décide de continuer à faire des niaiseries. Ben, on peut trouver le père responsable sur la base du fait qu'il a donné une mauvaise éducation à l'enfant. Et aussi, quand on dit tutelle d'autorité parentale, on n'est pas obligé d'avoir tous les attributs de l'autorité parentale, dans le sens que si on a exclusivement la garde de l'enfant, en vertu de certaines, bon, en vertu d'un jugement du tribunal ou quelque chose, on peut quand même être trouvé responsable, à moins qu'on prouve justement qu'on n'a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur, dépendamment de quel attribut d'autorité parentale on a. Ensuite, le gardien, un peu similaire à 1459. Mais ici, quand quelqu'un se fait confier par délégation ou par autrement, on va donner l'idée d'un prof, on peut donner l'idée d'un prof en tête. Hein? La surveillance ou l'éducation de mineurs, on est tenu de la même manière que le titulaire de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute, alors que on a l'enfant, là, justement, sous notre garde, sous notre surveillance. Toutefois, elle n'y est tenue lorsqu'elle agit gratuitement ou moyennant une récompense. Donc, si elle fait ça gratuitement ou moyennant une petite compensation de la manière, par exemple, d'une gardienne, que s'il est prouvé qu'elle a commis une faute. Donc, à moins qu'elle a commis elle-même une faute, la gardienne ne pourra pas être jugée responsable des actes du mineur. Ensuite, 1461. Majeur non doué de raison. Donc, on fait référence ici à un majeur qui serait lui-même pas responsable, donc sous 1457 alinéa 2. Et la personne qui agit comme, bon, ici, c'est tuteur mandataire ou autrement, l'article a été modifié, assume la garde d'un majeur non doué de raison, n'est pas tenue de réparer le préjudice, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde. Ici, la charge est plus lourde que sous 1459. On dit vraiment une faute intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la garde. Et on ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement aurait été autrement considéré comme fautif. Il faut que la personne non douée de raison, le comportement qu'elle a eu qui est à l'origine du préjudice, soit, s'il avait été commis, disons, par une personne douée de raison, par une personne raisonnable, par un citoyen averti, ben à ce moment-là, on aurait considéré que ce comportement-là était fautif. Sinon, si c'est un simple agissement du majeur non doué, qui en temps normal, auprès de quiconque, ne serait pas considéré comme un fait fautif, ben à ce moment-là, on ne peut pas être responsable du préjudice causé par celui-ci. Le fait, le fait fautif, il est aussi à 1459 pour la déchéance. C'est quand ça dit la faute ou le fait. La question du fait renvoie au fait que c'est un fait qui doit être considéré comme autrement fautif. Exact. Fait que même chose pour le mineur, en fait. Il faut que l'acte du mineur soit objectivement un acte problématique, un acte fautif. Là. Si l'enfant agit de manière tout à fait raisonnable, puis pas par exprès, il y a quelque chose qui arrive, ben, on ne peut pas rendre le parent responsable. Ça serait un peu arbitraire de justement pouvoir condamner le parent pour des actes qui ne constituent pas quelque chose de problématique. 1463, très, très important, on parle ici du commettant. Donc, le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans l'exécution des fonctions, c'est là que toute la question se pose. La jurisprudence a établi que généralement, quand on parle d'exécution des fonctions, on parle de quelque chose qui va profiter à l'employeur, qui va profiter au commettant. Donc, si on fait une mise en situation très simple, un employeur dans un dépanneur qui se fait cambrioler, qui poursuit le cambrioleur et lui assène des coups. Donc là, on pourrait se dire que d'un côté, ce n'est pas dans les fonctions
du gars de dépanneur de taper sur quelqu'un, mais si on regarde plus largement, on se dit le commis de dépanneur, il a pour mission d'assurer justement la bonne tenue du commerce, etc., etc. Et dans un sens, ça profite à l'employeur d'avoir quelqu'un qui bat les cambrioleurs parce que ça empêche les vols. Donc, l'employeur bénéficie de ça. Le préposé était dans l'exécution de ses fonctions. Donc, l'employeur va pouvoir être tenu responsable pour son employé. Par contre, il va pouvoir ensuite le poursuivre. Je sais aussi que dans les capsules, il parlait d'un exemple encore plus extrême, d'une bonne saucisse qui travaillait chez Garda, qui a décidé de mettre le feu à un immeuble en construction pour ensuite éteindre le feu pour vraiment là, avoir un peu de clout pour l'entreprise Garda, puis pouvoir dire que Garda, c'est vraiment les meilleurs gardiens de sécurité. Puis dans ce cas-là, même dans ce cas-là, on a considéré que ça avait été fait dans l'exécution de ses fonctions, à l'effet de savoir que ça visait à profiter à l'entreprise. Donc, disons, l'idée est vraiment extrêmement large et faudrait vraiment être dans une situation où ça ne profite en rien à l'employeur. Un exemple que je pourrais essayer de trouver, c'est imaginons quelqu'un qui a pour mission d'être le chauffeur d'un grand propriétaire immobilier. Il conduit partout à tous ses rendez-vous, mais entre deux shifts, un soir, alors que le propriétaire est en train de dormir quelque part, il n'y a pas de besoin, il n'est pas dans l'exécution de ses fonctions du tout, du tout. Il prend son véhicule de travail, puis il décide d'aller faire l'imbécile en ville, puis finalement, il rentre dans un commerce, casse des vitres, casse du stock. Mais là, à ce moment-là, on pourrait clairement dire que, alors qu'il était en train de conduire, il était en rien dans l'exécution de ses fonctions, et donc, le commettant ne pourrait pas être trouvé responsable. Ensuite 1464, très important, aussi, ça fait un lien avec justement 1463. On dit le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public ne cesse pas d'agir dans l'exécution de ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la paix. L'idée, c'est de se dire, si par exemple un policier ou un représentant de l'État décide de commettre des actes qui sont fautifs, par exemple battre un détenu, euh, là, à ce moment-là, on doit se demander, est-ce que l'État pourrait, comme commettant, être responsable? Et là, ce qu'on nous dit, c'est simplement que c'est pas dès que l'acte est illégal, ça ne veut pas automatiquement dire que l'État ne pourrait pas être trouvé responsable de par son statut de commettant. Donc, on va vraiment regarder dans chaque mise en situation pour voir si ça profitait d'une certaine manière aux commettants euh, les actes commis par le préposé. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre de déterminer s'il y a, oui ou non, une responsabilité. Il faut aussi juste rappeler que quand on parle de préposé, bien, ça suppose un certain lien de subordination. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un de random. Il faut vraiment qu'il y ait un lien de subordination qui est prévu. L'exemple le plus clair, c'est dans le cadre d'un contrat de travail. Ensuite, on tombe dans la catégorie du code qui traite du fait des biens, donc de la responsabilité des biens. Donc, comment on peut rendre opposable le fait de certains biens. Donc, d'abord, à 1465, on parle que le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il ne prouve avoir commis aucune faute. Donc, ici, quand on parle de fait autonome d'un bien, je vous référais, je pense que dans l'exercice de droit appliqué, il y a toute une mise en situation avec un four qui s'éteint tout seul, mais lorsqu'on ne le débranche pas, il risque de pogner en feu. Il pogne en feu, il brûle la bâtisse, puis on se demande si le fait que le four a comme partie tout seul, c'est un fait autonome du bien. Et la logique à appliquer ici, là, après relecture de la collection de droits, puis il y a eu des discussions intéressantes dans les commentaires là, du post de cette question-là sur le groupe, je vous invite à le consulter, mais on résume ça globalement au fait que vraiment, il faut qu'il y ait un lien direct entre l'intervention humaine et le fait du bien. Sinon, on va considérer ça comme un fait autonome. Donc, ici, dans cette mise en situation-là, on a un four qui s'éteint par lui-même. Par contre, il est indiqué dans la notice très clairement qu'il faut débrancher le four, il faut l'éteindre complètement avant de quitter, parce que sinon, il y a un risque que le four reparte de lui-même. Le soir venu, l'employé oublie de débrancher le four ou ne le fait pas,
et durant la nuit, le four repart, le restaurant brûle. On se demande si justement le fait que le four repart, c'est un fait autonome. Puis là, là, la réponse est de dire, puisque l'action ou l'inaction humaine est relativement éloignée, est éloignée du fait autonome du bien, ben, on considère ça comme un fait autonome et donc la propriétaire du bien, la gardienne du bien, va pouvoir être trouvée responsable. Et le seul moyen de s'exonérer ici, c'est la force majeure, la faute de la victime, comme dans toutes les autres situations de responsabilité, et à moins de prouver d'avoir commis aucune faute. Par contre, ici, on peut trouver quelqu'un de responsable à travers ses commettants. Donc, même si la propriétaire n'a pas nécessairement, euh, a pas nécessairement oublié d'éteindre le four, vu qu'elle est responsable à travers son employé, ben on peut la considérer comme la gardienne du bien et prouver qu'elle est responsable à travers cet article-là. 1466, le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous la garde ou sous sa garde ou celle d'un tiers, soit qu'il se fût égaré ou échappé. Donc ici, visiblement, le seul moyen de de s'exonérer, c'est la force majeure ou la faute de la victime. Et grosso modo, on considère que si le chien s'échappe de la maison, va mordre quelqu'un, le propriétaire est responsable. Et vraiment, là, c'est un fardeau de preuve qui est très lourd. Euh, dans le cas des animaux, par exemple, des chevaux ou des chiens qui mordent des gens ou qui kickent des gens, souvent, là, la faute de la victime, ça va vraiment être difficile à prouver, mais il y a des situations, par exemple, si euh, quelqu'un s'approche d'une mère pitbull puis de ses petits qui dorment et commence à harceler les petits, bien là, il peut s'attendre raisonnablement en tant que victime à se faire mâchouiller par le chien. Et à ce moment-là, le propriétaire de l'animal pourrait s'exonérer de sa responsabilité. Mais généralement, si un chien fait quelque chose, euh, et non plus, le chien n'est pas obligé de faire quelque chose qui directement cause un préjudice. Dans le sens que le chien n'est pas obligé de mordre. Si le chien sort dans la rue, quelqu'un essaie de l'éviter, quelqu'un rentre dans un arbre à cause de ça, ben, le chien peut être responsable de la situation. Par contre, ici, si je parle de quelqu'un qui est en auto, ben, à ce moment-là, la LAA s'applique. Mais si quelqu'un, par exemple, est en vélo, ben, à ce moment-là, on pourrait trouver un propriétaire de l'animal responsable. Ensuite, à 1467, la ruine d'un immeuble, c'est un peu similaire au fait autonome du bien, donc dans le sens que si j'ai un vieux balcon puis j'ai un morceau de mon balcon qui tombe sur la tête d'un passant, ben je suis euh, responsable de ça. Qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, euh, peu importe ce que je vais poser, à part force majeure et faute de la victime. Sinon, je vais être responsable justement de la ruine de l'immeuble. On peut se laisser une note ici euh, aux articles. Je vais regarder c'est lesquels exactement. C'est dans les articles sur le contrat d'entreprise et de service qui sont aux articles. Attendez, je vais essayer de les retrouver. On est aux articles, par exemple, 2000. Je regarde à 2110 et suivant, par exemple, 2118, 2119, exonération de responsabilité pour les ouvrages. Donc là, ici, quand on parle de vices de construction, il peut être utile d'aller voir ces articles-là, donc 2118, 2119, pour justement comprendre ensuite quel pourrait être le recours du propriétaire contre l'entrepreneur ou contre l'architecte qui a, par exemple, designé le balcon. Donc, mise en situation, on a une belle maison qui vient d'être construite, il y a un vice de construction sur le balcon. Le morceau du balcon tombe sur le passant. Le propriétaire, de par sa situation, est tenu de réparer le préjudice, à moins qu'il prouve une force majeure ou qu'il prouve la faute de la victime. Dans le cas ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Il est obligé d'indemniser la victime. Par contre, après ça, il va avoir un recours justement contre l'entrepreneur, contre l'architecte, sous les critères de 21-18, 21-19, et il va peut-être aller pouvoir récupérer une partie de la somme qu'il a dû débourser. Oui, Fred. Non, mais vas-y. C'est-tu un contractuel 21-18? Mais
Oui, oui. Pour le propriétaire, s'il va chercher ça auprès de son entrepreneur, ça serait contractuel, mais ça reste que il y a une responsabilité. Je ne sais pas si la responsabilité à 21-18, c'est-tu pour tout, c'est juste pour l'extra-contractuel? Bonne question. Peut-être que je dis n'importe quoi. En même 14,57, on va pas avoir 28, on voit à 14,57. Mais dans le sens que la victime du balcon pourrait aussi poursuivre l'architecte, l'ingénieur ou le technologue en disant qu'ils ont mal construit le balcon, donc ils sont responsables. Mais je ne sais pas si, tu me fais douter, tu vois, je ne sais pas si 21-19 à ce moment-là s'applique au contractuel, mais j'imagine que oui. Attends. 14,57, 14,58. L'architecte, l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité. Mais écoute, maintenant tu regardes 21-18. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et les technologues qui ont, selon le code, dirigé ou surveillé les travaux et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les 5 ans qui suivent la fin des travaux. Donc, ça a l'air d'une garantie légale pour les contrats ou pas de contrat. Puis ensuite, 21-19, on peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ni d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir. Donc, de ce que j'en comprends, c'est que ce serait applicable pour le contractuel et pour l'extra-contractuel. Et ça permettrait, par exemple, ça crée une présomption à l'effet que l'architecte et l'ingénieur, par exemple, sont solidairement responsables d'un défaut dans l'immeuble qu'ils ont construit. Donc, une espèce d'obligation de garantie, mettons. Ils sont obligés de garantir pendant 5 ans les problèmes de l'immeuble, à moins qu'ils prouvent que, justement, eux, ils n'ont rien fait de pas correct. Mais à vérifier, à méditer, pour les gens qui nous écoutent en différé, je vous invite à regarder ça. Je ne suis pas certain que, justement, ça s'applique à la fois au contractuel qu'à l'extra-contractuel, mais je ne verrais pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas. Mais je vais me laisser. En fait, mais j'imagine que probablement c'est à l'extérieur du contrat de construction, tu veux une responsabilité solidaire qui est engagée. Oui, c'est ça. Mais à l'extérieur du contrat, ça va probablement utiliser 457. Bien, je fais du risque. Oui, exact. J'imagine que 1458, tu pourrais soulever le défaut d'avoir respecté le contrat, mais eux, ils pourraient soulever la présomption de 21-19 puis dire ben, moi, je ne suis pas responsable parce que voilà, puis c'est la faute de l'architecte. Et j'imagine que ça s'applique dans les deux cas. Mais Moi, quelqu'un de tes potes qui se pointe sur ta galerie, puis il tombe. il fait la gueule, ben c'est toi que je vais poursuivre en vertu 1437 parce qu'on n'a pas de responsabilité. Exact. Exact. Puis tu pourras en même temps poursuivre l'architecte parce qu'il a mal construit, il a fait un vice, c'est de sa faute aussi. Il a fait une faute. Il n'a pas construit le balcon en bon père de famille. Mettons que je suis le propriétaire. Mais si le propriétaire, c'est ça, tu serais en contractuel. Mais ça reste que j'ai l'impression que l'exonération de responsabilité de 21-19 s'applique dans les deux cas. Merci, Fred. Ensuite, 1468, le défaut de sécurité du bien. Donc, on dit le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble où il est placé pour le service et l'exploitation. C'est ça qui me fait dire que justement 21-19 s'applique dans tous les cas, parce que quand on dit le fabricant d'un bien meuble, le fabricant d'un bien immeuble, ça va être le constructeur sous 21-19. On dit est tenu de réparer le préjudice causé par un défaut de sécurité. Et il y en a la même chose pour la personne qui fait la distribution du bien. Et on voit ensuite à 1469 qu'est-ce qu'on définit comme étant justement ce défaut de sécurité du bien. Donc, il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception, de fabrication du bien, blablabla. Donc, basically, on achète un bien, la personne raisonnable peut s'attendre à un certain niveau de sécurité. Si ce niveau de sécurité n'est pas atteint, le fabricant est responsable. Et à 1473, on peut se faire un renvoi, c'est la page d'à côté, mais on a l'exonération du fabricant, distributeur ou fournisseur. Et le fabricant, distributeur ou fournisseur de biens meubles n'est pas tenu de réparer le préjudice, premièrement pour force majeure et ou pour faute de la victime, s'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien et qu'elle pouvait prévoir qu'elle pouvait prévoir le préjudice. Il n'est pas tenu non plus
de réparer le préjudice s'il prouve que le défaut ne pouvait être connu compte tenu de l'état des connaissances au moment où il a fabriqué, distribué et fourni le bien. Donc, imaginons la situation suivante. Quelqu'un essaie de poursuivre une compagnie d'amiante, de revêtement d'intérieur, par exemple, pour avoir mis de l'amiante dans ses produits en 1957. Bien, la compagnie pourrait s'exonérer en disant, bien, j'étais le fabricant, puis à l'époque, on ne connaissait pas le cancer du poumon causé par l'amiante. Fait que, vu que l'état des connaissances ne me permettait pas de savoir qu'il allait avoir un vice, un défaut de sécurité comme ça, ben, je ne suis pas responsable en responsabilité civile. Voilà. Donc, il y a vraiment un, si la victime connaissait ou aurait dû connaître le défaut, ben, à ce moment-là, elle ne peut pas invoquer le défaut de sécurité. Et si aussi, au moment où le bien a été fabriqué, on ne pouvait pas connaître le défaut de manière raisonnable, ben à ce moment-là, on ne peut non plus pas poursuivre. J'ai l'impression que pour la personne, ouais. Mettons, j'utilise un bien, puis ça dit ne pas utiliser s'il manque tel morceau. Exact. Il manque tel morceau, puis l'utiliser. Exact. Souvent, ça va passer justement par des espèces d'avertissements de dire attention, je ne sais pas mettre pas mettre de l'essence avec de l'éthanol dans le moteur parce que ça va exploser. Puis tu sais, oui, c'est sûr que tu t'attends pas à ce que ton char explose en 1000 morceaux si tu mets un peu d'éthanol dedans, mais si tu avais, justement, tu étais informé du défaut, tu savais que ça existait, puis tu as fait quelque chose quand même, bien là, tu sais, t'es un peu dans le marde. L'exemple de défaut de sécurité du bien classique, c'est en common law, là, mais c'est l'affaire Donahue contre Stevenson. C'est le gars qui trouve un escargot dans le fond d'une bouteille. Là. Puis, dans le sens que le fabricant, il y a un défaut de sécurité du bien. C'est le problème du fabricant, même si le fabricant n'a pas commis de faute nécessairement en mettant l'escargot dans le fond de la bouteille. Là. Il y a une faute. Il n'y avait pas moyen pour la victime de le savoir ou de le prévoir. Donc, le fabricant est responsable. Puis sinon, il peut s'exonérer justement par force majeure ou par faute de la victime. Donc, section 2 de certains cas d'exonération de responsabilité. Donc, 1470, dans presque tous les cas, à moins qu'on soit dans un cas d'obligation de résultat, donc c'est de garantie, il est possible d'invoquer la responsabilité, la force majeure, pour dire que toute personne peut se dégager de sa responsabilité si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. Par exemple, souvent quand vous allez appeler, si vous déménagez, vous appelez votre assureur pour justement prendre une assurance habitation. Puis là, vous vous assurez contre plein de trucs. Puis là, ils vont vous proposer après ça pour genre plus d'argent, puis c'est genre rarement intéressant. Ils disent, voulez-vous vous assurer en plus pour les tremblements de terre puis les tornades? Puis moi, à chaque fois, je dis non parce que ça ne me fait pas trop peur. Mais dans le cas que j'aurais pris, si j'avais pris l'assurance tremblement de terre, puis il y avait eu un énorme tremblement de terre, bien là, l'assureur ne peut pas dire ah, ben c'est pas de ma faute, il y a eu un tremblement de terre, ta maison est scrap, tu sais. Non. Alors que si elle s'est engagée à réparer un tremblement de terre massif, chose qui n'est pas supposée arriver à Québec, bien à ce moment-là, si elle ne s'est pas engagée, elle n'est pas obligée de le rembourser. Et la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible, et est assimilé à la cause étrangère qui présente les mêmes caractères. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, qui est irrésistible, genre, justement, catastrophe naturelle, situation, crime, un vol à main armée dans un dépanneur. C'est une force majeure. On ne peut pas s'attendre à ça raisonnablement en prenant une assurance ou en réalisant quelque chose. 1471, un autre moyen de s'exonérer dans certains cas, la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui, est exonérée de toute responsabilité, à moins que ce soit une faute intentionnelle ou une faute lourde. Donc, je fais des compressions CPR à quelqu'un qui vient de sortir d'une piscine puis qui se noie, je lui casse 4 à 7 côtes dans le processus, pas de ma faute. Je ne suis pas responsable, dans le sens que j'ai fait mon possible, puis à moins que faute intentionnelle ou faute lourde, genre je ne savais pas comment faire CPR puis j'y jumpais sur le chest à plein pied, ben je ne vais pas être responsable. Ensuite, divulgation d'un secret commercial. Toute personne peut dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par la suite d'une divulgation si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur l'intérêt de maintenir le secret. Donc, très, très spécifique comme mention. Si on trouve ça à l'examen, vous allez voir l'article, pas compliqué. 1473, on vient d'en parler. 1474.
très, très important parce qu'il y a un lien à faire. On se laisse une note. Ceux qui ont fait l'exercice pratique en RESPO vont l'avoir déjà fait probablement. On note l'article 10 de la LPC qui prévoit quelque chose de plus restrictif encore. On dit une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé par une faute lourde et on ne peut pas non plus exclure sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral. L'article 10 de la LPC va plus loin en nous disant qu'on ne peut pas exclure sa responsabilité du tout sous la LPC. On ne peut pas mettre ce genre de clause dans un contrat. Alors que dans un contrat normal, en partie privée, on peut, mais uniquement pour le préjudice matériel et pour des trucs qui ne représentent pas justement une faute lourde ou intentionnelle. Donc, par exemple, quand vous vous inscrivez à votre gym, ils vont vous faire signer des papiers. D'un côté, vous allez signer un truc qui dit j'accepte que si la machine me tombe dessus, ils ne sont pas responsables. Ça n'a pas de valeur parce qu'on ne peut pas exclure sa responsabilité pour préjudice moral, corporel. Par contre, ici écrit nous ne sommes pas responsables des objets volés dans les casiers et qu'il y a des mesures minimales de sécurité qui sont mises en place dans le casier, puis quelqu'un vient, détruire votre cadenas, prend vos affaires, bien, le gym n'est pas responsable parce que justement, il a exclu sa responsabilité à travers cette clause-là. Et, mettons, l'obligation de sécurité de vos biens prévue qu'on pourrait faire ressortir avec 1434, bien, ne s'appliquerait pas parce que justement, ben, on a exclu la responsabilité. 1475, un avis qui soit ou non affiché stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet à l'égard du créancier que si la partie qui l'invoque prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment du contrat. 1476, on ne peut par un avis exclure ou limiter à l'égard des tiers son obligation de réparer, mais pareil avis peut valoir dénonciation d'un danger. Donc, si par exemple, sur mon terrain, j'ai un truc qui dit attention, marmotte agressive, et qu'ensuite quelqu'un se plaint qu'une marmotte l'a mordu, ben, on peut considérer qu'une partie de cette problématique-là est due au fait que la personne elle a vu le danger, faute de la victime, elle s'est rendue sur le terrain pareil, elle s'est attirée la frustration des marmottes, puis elle s'est faite morte. 1477. L'acceptation de risque, même si elle peut être considérée comme une imprudence, n'emporte pas renonciation au recours. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, si je vois le panneau qui dit attention, marmotte agressive, je rentre sur le terrain quand même, je me fais mordre. On peut dire justement que l'autre personne n'est pas responsable à 100%. On peut m'attribuer une part de responsabilité, mais le fait d'accepter un risque ne limite pas la responsabilité ou mon recours pour poursuivre la personne que je considère responsable. 1478, préjudice causé par plusieurs personnes. Donc, on dit ici, quand plusieurs personnes ont la même faute, ben, on va partager la responsabilité, puis chacun va payer une certaine partie. Donc là, des fois, le juge va dire, bon, ben, dans tel accident, vous êtes responsable à 50%, l'autre à 30%, puis l'autre à 20%. 1479 nous dit que justement, si quelqu'un subit un préjudice, par exemple un dégât d'eau dans son appartement, mais qu'il ne fait rien pour empêcher l'aggravation du préjudice. Donc, par exemple, le plombier fait mal la plomberie chez un monsieur, set mal l'évier, puis l'évier coule tout le temps. Là, le monsieur, il voit ça, puis il ne pense pas à aller, par exemple, débrancher l'eau chez eux, puis fermer le conduit d'eau complètement pour arrêter le coulement de l'eau. Il ne fait rien, puis il fait juste quitter, puis il s'en va chez le plombier pour dire hey, ça coule chez nous, tu devrais venir voir. Tu sais. Et il vient d'aggraver son préjudice là, en agissant de manière absolument stupide. Et donc, le plombier ne va pas être tenu des dommages supplémentaires qui ont été causés dans cette situation-là. 1478, oui. s'applique pas pour 1462. Il n'y a pas de partage de responsabilité quand une personne manque de raison. Ça va avec le fait que c'est la personne. Ouais, mettons, en tant que responsable, la personne non douée de raison, responsable, il y a pas de partage de responsabilité avec son agent non doué. Parce que lui, il peut donner raison. Parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, mais il y a. Mais Meg écrit dans le chat, puis ça fait un bon lien de dire, dans le cas, par exemple, des parents ou des deux gardiens de majeur de raison, s'il n'y en a aucun des deux qui est exonéré, là, les deux vont être solidairement responsables. Mais c'est bien ce que tu dis, Fred, dans le sens, si le préjudice est techniquement causé par le majeur, mais le majeur il est non doué de raison, bien, il n'y aura pas de partage entre le majeur non doué de raison puis la mère, par exemple, que ça garde. Ça va être la mère qui va avoir l'entièreté du préjudice à rembourser. Yep. Il y avait une question là-dessus, je me dis aussi 1462 barré.
que ce soit pour la faute ou le fait. Ouais. Ouais. Ensuite, ça va me permettre de faire un pont, parce que je ne pense pas que le code en parle, c'est important d'en parler en ce moment. L'obligation in solidum, qui est une belle boîte jurisprudentielle, à savoir, dans certaines situations, par exemple, si on a des obligations justement qui n'ont pas, en fait, c'est d'habitude, si justement le préjudice est causé par plusieurs personnes, on va avoir une obligation qui est qui peut être solidaire. Donc, dans le sens que si on a un fait collectivement fautif, lorsque plusieurs personnes, 1480, ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice auquel ils ont commis des fautes distinctes, donc chacune est susceptible d'avoir commis le préjudice, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. Bon. Par contre, dans d'autres situations, il se peut qu'on ne puisse pas appliquer cet article-là ou appliquer l'article 1526 qui nous dit à 1526, on va un peu plus loin dans le code, on nous dit à 1526 que l'obligation de réparer le préjudice causé par autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire lorsque cette obligation est extra-contractuelle. Et là, on arrive à la problématique suivante. Si on a d'un côté, par exemple, une situation, par exemple, je vais dans mon hôtel. Donc, j'ai un contrat avec mon hôtel. Je vais sur le balcon de ma chambre. Le balcon s'est fait. Donc, je décide de poursuivre l'hôtel. Mais je décide aussi, par exemple, accessoirement, de poursuivre le constructeur qui a construit le balcon il y a un an. Donc, j'ai deux personnes que je poursuis. Donc, je poursuis probablement l'hôtel sous la base contractuelle, parce que sous 1434, il y a une présomption de sécurité, etc., me fonder la chambre qui est... Bon. Je poursuis en article 1458, puis je poursuis ensuite le constructeur sous 1457. Après ça, ça se peut que le juge trouve que oui, en effet, les deux sont en faute. Mais maintenant, l'obligation ne va pas être solidaire, elle va plutôt être in solidum, parce qu'on a des obligations qui ne découlent pas de la même source, mais qui visent à réparer le même préjudice ou le même problème. Donc, un autre exemple, ça peut être, par exemple, une vente de maison. Et d'un côté, on a le vendeur qui m'arnaque et qui ne me verse pas le bon montant. Et de l'autre côté, on a le notaire qui a été jambon un peu aussi et qui a mal noté, qui n'a pas fait les bonnes vérifications, puis a inscrit un mauvais montant à l'acte de vente, puis il n'a comme pas checké il n'a pas checké ses affaires, puis ça m'a causé des problèmes aussi. Ça m'a causé des problèmes que je ne suis pas payé parce qu'il a inscrit le mauvais montant à l'acte de vente. Donc, j'ai mon vendeur qui ne me paye pas, j'ai mon notaire qui a mal fait sa job. Dans les deux cas, ça fait que je suis mal payé, j'ai le même préjudice. Les deux me doivent la même affaire. Ils sont responsables du montant de la vente que je n'ai pas reçue, mais c'est en vertu de sources différentes. D'un côté, on a l'obligation du notaire de bien faire sa job, puis dans l'autre, on a l'obligation du vendeur d'accomplir sa part de l'obligation. Dans ce cas-là, on va aussi être dans une situation d'obligation in solido. Je vais partager mon écran un instant pour vous partager là, un des schémas, en fait, un des schémas qui ont été faits pour vous montrer c'est lequel, là, qui a été partagé par la prof par les profs dans le cours sur justement la. Je ne sais pas si vous voyez mon écran en ce moment. Ouais. Hop, donc ça va être la prochaine, ça va être ça ici. Donc, les contours de l'obligation in solidum. Donc, l'idée ici, c'est de se dire justement, il y a différents cas de figure, là, vous irez les regarder pour vous-même, mais si on dit justement, si on a deux débiteurs tenus à la même chose en vertu de contrats distincts, un peu ce que je vous disais justement, le notaire et l'autre bonhomme qui agissent de manière saucisse, ben, on n'est pas responsable pour la même raison, mais on est responsable de la même chose. Un débiteur en vertu de 1458, un débiteur en vertu de 1457, on est dans du insolidum. Puis ensuite, on n'est plus trop sûr. T'sais. Si on a deux débiteurs en vertu de 1457, c'est clair. On est dans la solidarité parfaite en vertu de 1526. Par contre, si on est dans une situation de 1457 d'un bord et d'une présomption de l'autre, c'est pas trop certain. La jurisprudence ne sait pas. C'est pour ça que je pense qu'à l'examen, on n'aura pas de questions là-dessus, parce que justement, les auteurs n'arrivent pas à s'entendre. Même chose pour 1457, puis une présomption, disons, de responsabilité sans faute, qu'on applique par exemple justement
propriétaire du bien ou au commettant, dans le sens que on ne sait pas trop non plus si à ce moment-là, on peut dire, ben, il y en a une que c'est avec faute, puis l'autre, est-ce qu'on applique une responsabilité solidaire parce qu'on l'assimile à 1457 ou on considère ça comme un régime sans faute, fait qu'on l'applique, on applique le in solidum. Et voyez-vous ici, deux débiteurs tenus sur une base extra-contractuelle. On sait que ça va être in solidum quand c'est 976 et 976, donc le trouble de voisinage, parce que c'est deux régimes où il n'y a pas de faute, donc 1526 ne s'applique pas, et on va considérer qu'on est dans l'obligation in solidum. Puis après ça, il y a d'autres mises en situation là, qui se complexifient au fur et à mesure. 1,1458, 2,1457. Est-ce que le in solidum est attribuable à tout le monde? Est-ce qu'il se sépare? Est-ce qu'en tout cas, tout ça pour dire que généralement, les situations qu'on va retrouver à l'examen vont probablement se situer dans les premières diapositives ici. Donc, si on a deux 1458 ensemble, on est dans du in solidum. Si on a un 1458, un 1457, on est en in solidum. Mais si on est dans deux fois une responsabilité extra-contractuelle, ben à ce moment-là, on reste dans l'obligation solidaire de par 15-26. Quand tu tombes dans les autres, Oui. là, c'est comme bouillon. On ne sait pas trop, exact. C'est pas clair. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura des questions là-dessus à l'examen, parce que vous nous demander de faire un choix de réponse non justifié. Il fait 1460 puis 1457 qui s'appliquent, puis là, il demande l'obligation d'emblée. C'est ça. Mais si tu as deux fois du trouble de voisinage, là, vu que c'est deux régimes de responsabilité sans faute, on est dans du in solidum. Ensuite, on va aller un peu plus loin dans le code. Donc, on va aller aux articles 1607 et suivants pour les dommages-intérêts, à savoir que, justement, puisqu'on est dans une situation de responsabilité civile. Quand on est sur 1458, c'est différent un peu, mais quand on est, parce qu'on pourrait demander à ce moment-là, si on est en responsabilité contractuelle, l'exécution en nature, s'il est encore possible, mais en extra-contractuel, il n'est pas possible de demander l'exécution en nature parce qu'on vise à compenser un préjudice qui n'était pas, il n'y avait rien de prévu, il n'y avait pas de prestation de prévu. Donc, on va demander des dommages-intérêts pour le défaut du débiteur, qui est une suite immédiate et directe de la faute. Ça me permet ici de faire un retour rapide sur la notion de base de respect civil. Là, on connaît toutes faute, préjudice, lien de causalité. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas d'une complexité qui est aberrante, là. On a tout fait le tour plusieurs fois, mais chose importante de faire un rappel sur le préjudice par ricochet, on va dire la victime par ricochet, juste pour débroussailler un peu ces notions-là qui peuvent des fois se mélanger. Donc, lorsqu'on a un préjudice par ricochet, ou on a par exemple la mère d'un gars qui est décédé qui veut poursuivre, elle a deux raisons de poursuivre. Elle a d'un côté, elle peut poursuivre pour elle-même, justement, pour le préjudice, on va dire, par ricochet. Et de l'autre côté, elle peut poursuivre souvent parce qu'elle est la succession de la personne décédée et elle va avoir récupéré les droits d'action de cette personne-là. Parce que si on va voir à l'article 1610, on nous dit que les droits du créancier à les dommages-intérêts, même punitifs, sont cessibles et transmissibles. Donc, si quelqu'un me cause un préjudice, j'ai des dommages-intérêts, je peux vendre cette créance à quelqu'un et quelqu'un va pouvoir à ce moment-là aller exercer la créance, puis moi, je reçois mon argent, puis je n'ai pas de problème. Par contre, à l'alinéa 2, très important, il est fait exception de cette règle lorsque les droits du créancier résultent de la violation d'un droit de la personnalité. En ce cas, son droit et dommages-intérêts est incessible, mais il est transmissible à ses héritiers. L'idée ici, c'est on se renvoie à l'article 3 du Code civil qui va nous nommer les droits de la personnalité. On va nous faire une petite lecture. Toute personne est titulaire des droits de la personnalité tels le droit à la vie, à l'inviolabilité, à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Donc, l'idée, c'est de se dire ici, généralement, quand il y a un préjudice corporel, on ne peut pas céder ces droits-là. Par contre, lorsqu'on décède, nos ayants cause vont y avoir droit. C'est mal aussi.
Ça, c'est si on veut des dommages pour la souffrance. Exact. Si tu meurs et tu as souffert, on veut des dommages pour la souffrance, justement. Ben, à ce moment-là, ben oui, justement, il faut que tu aies souffert. Donc, si on se dit justement que on veut poursuivre après le décès de quelqu'un, justement, pour préjudice corporel, ben, il faut prouver que. Ça se peut qu'on poursuive, après le décès de quelqu'un, on puisse quand même poursuivre pour une atteinte, par exemple, à la vie privée ou une atteinte à un autre droit de la personnalité qui est un préjudice matériel, tu sais, qui est passé par préjudice matériel. Par exemple, Sinor contre Robinson, là, tu sais, il s'est fait voler ses affaires, il a causé une dépression. Ben, s'il meurt après ça, ses héritiers peuvent poursuivre pour sa dépression, là, pour le droit les droits qu'il a acquis pour poursuivre dans la dépression, puis c'est pas nécessairement un dommage corporel, là. Je sais pas si tu me suis. Oui, exact, exact. Mais si par exemple tu te fais faucher par un automobile, puis tu décèdes, tes parents ne peuvent pas poursuivre en dommages corporels puis dire que tu as bien souffert puis que c'était bien difficile parce que justement, tu n'as pas souffert. Puis la perte de vie en soi, donc le fait que tu es mort puis que tu ne vivras pas plus longtemps puis que tu ne profiteras pas de tous les plaisirs de la vie, ben, c'est pas un truc qui est indemnisable. Donc, pour revenir. Oui, à part si tu démontres qu'elle a eu mal. Si la personne se fait écraser par le char, elle reste une demi-heure sur le pavé à dire combien c'est dur et c'est pas facile, mais là, à ce moment-là, on peut indemniser la succession. Donc, pour revenir à l'idée, par exemple, de la mère, justement, que son enfant est fauché par un véhicule, bien, elle va pouvoir poursuivre premièrement pour elle-même. Si, par exemple, son enfant était la seule source de revenus de la famille, bien, elle a un dommage pécunier direct. Elle n'a plus de salaire. Ensuite, on peut avoir un dommage non pécunier de type solatium doloris, c'est-à-dire c'est très triste, c'est très dur, c'est une perte de support moral. Mais on rentre toutes ces affaires-là dans le solatium doloris. Dans certains cas spécifiques, la collection de droit là, qui s'amuse à faire la doctrine parle euh, de perte de coparentalité, de perte de support moral, mais on fait un constat général sur la somme de le risque. Quelqu'un meurt, ça affecte ses proches, on peut demander un dédommagement. Oui, Guillaume. La perte de salaire, mettons, d'un proche qui est mort, ça ne rentrait pas dans le pretium mortis, ça? Dans le quoi? Le pretium mortis, c'est un principe qui n'est pas applicable en droit québécois, qui est souvent confondu avec le solatium doloris, mais qui ne touche pas les souffrances, mais directement les conséquences de l'abrègement de la vie d'une personne sur quelqu'un d'autre. Mais ça, d'habitude, c'est pas un chef reconnu en dommages-intérêts. Attends. Ouais. C'est vraiment de la grosse poutine doctrinale et jurisprudentielle, là. Je m'excuse de l'amener sur la table, mais Non, mais c'est bon. Attends, donc tu dis que le pretium mortis. Mais tu peux faire la recherche rapidement, là, ça se trouve assez. Le pretium Mais mortis. justement, je suis sur Wikipédia, là, la source de recherche juridique numéro 1. Ça me dit Le dernier, pretium mortis dernier est paragraphe. c'est un chef de dommages-intérêts accordé pour l'abrègement de la vie de la victime immédiate. Fait que je pense que pretium mortis, c'est plutôt justement tu profiteras pas de tous les bonheurs de la vie. Ben non, ça, je pense que ça rentre dans le solatium doloris, justement. Non, mais dans le sens, moi j'ai l'impression. OK, parce que Écoute, moi, mais la manière que je le comprends, c'est que d'un côté, on a le solatium doloris qui est ouvert aux proches de la victime. Et ça va être de dire je suis triste, c'est plate, j'ai dû aller à un enterrement, c'était lourd et macabre. Ça va être solatium doloris. Alors que pretium mortis, c'est justement la perte de vie, la perte de chance de dire ah, ma pauvre Jennifer avait 6 ans, elle aurait pu devenir astronaute, elle avait tant de projets, donc. j'aurais pas cette fierté-là en tant que parent. Non, c'est ça, mais le pretium mortis, c'est justement, ça ne s'applique pas aux proches de la victime. De ce que j'en comprends, le pretium mortis, c'est comme un dommage qui serait causé à la victime elle-même de dire ah, ben c'est un dommage qu'on cause à la petite Jennifer qu'elle ne va pas pouvoir vivre toute sa vie. Et donc, le 45 ans de vie qu'elle aurait pu vivre ou le 75 ans de vie qu'elle aurait pu vivre, ben, c'est un droit qui s'est créé au moment où on l'a tué. Et donc, sa succession peut réclamer ça. Non, tu as absolument raison, c'est vrai. Je pense que c'est ça l'interprétation, mais dans tous les cas, c'est pas reconnu en droit C'est pas québécois. reconnu, non, exactement. Tu peux pas dire la personne, mais c'est un peu comme de la perte de chance. Moi, je le vois aussi je le vois aussi à travers l'article 16.11 qui dit que le préjudice futur doit être certain, dans le sens qu'on ne peut pas indemniser quelqu'un parce qu'il aurait pu profiter de sa vie encore 35 ans. On dit, il est mort. S'il a souffert,
on indemnise ce qui s'est passé de son vivant, basically. Là. Il a souffert pendant son vivant, on indemnise, mais on ne va pas indemniser ce qui aurait pu arriver. Là. Non, t'as raison, c'est ça, c'est le caractère un peu comme de la. Exact. Non, mais oui, ok, je retire mon commentaire Mais non, mais c'est initial bon que sur tu le dis le parce salaire. que c'est bon que tu le dis parce que c'est un terme quand même. C'est moi, l'exemple, après 4 heures et demie de niaisage, si on monte Pretium mortis, je vais être sûr de ne pas le mélanger avec Solatium doloris. Là. Fait que c'est bien d'avoir quand même la terminologie précise. Donc, Solatium doloris est permis, Pretium mortis ne l'est pas. Donc, on garde ça en tête. Donc, on a cette situation-là, justement, comme je disais, de mère, son enfant est fauché. Elle va pouvoir demander Solatium doloris pour dire, justement, perte de salaire qu'elle recevait. Donc, elle ne peut pas travailler. Elle a 86 ans. C'était la seule source de revenus de la famille. Et ensuite, perte non pécuniaire, dommages moraux. Alors que pour, justement, la petite Jennifer, on peut uniquement demander des dommages pour les souffrances qu'elle a subies avant son décès. Et on ne peut pas, justement, demander du pretium mortis et dire justement que puisqu'elle aurait pu vivre plus longtemps, on aurait pu demander plus de dommages. Donc, ça m'amène à faire un lien justement avec l'article 16.11 qui suit, qui nous dit justement que les dommages-intérêts compensent la perte qu'on subit et le gain dont on est privé. Et le préjudice doit être futur et le préjudice futur doit être certain. Donc, on ne peut pas justement dire perte de chance. J'étais supposé rentrer en droit. J'ai eu un accident. Donc, j'aurais certainement fait un giga salaire. Donc, tu sais, on ne peut pas y aller dans des hypothèses de dire j'étais inscrit à un tournoi, j'aurais pu gagner. Si j'avais gagné, j'aurais eu 500 000 $. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment qu'au moment où on évalue le préjudice, ça soit certain que l'événement duquel on est privé ou l'avantage dont on est privé soit certain. Donc, la seule nuance par rapport à ça, c'est que lors de l'évaluation du dommage-intérêt en réparation d'un préjudice corporel, le tribunal peut se réserver pour au plus 3 ans le droit de demander des dommages additionnels, dépendamment de comment la condition de la personne va évoluer dans le temps, afin de, par exemple, si 2 ans plus tard, on se rend compte que c'est pas 30 mais c'est 80 finalement d'incapacité totale, ben à ce moment-là, on peut réviser le préjudice et demander plus. Ça m'amène aussi pour les dommages-intérêts en matière de responsabilité civile spécifiquement, de tout de suite faire la mention justement que de ma compréhension, puis ça, vous me le confirmerez si je me trompe, mais quand on parle de dommages-intérêts et les intérêts qui vont courir là-dessus, là, donc dans le sens que la mise en demeure va courir exclusivement à partir de la détermination par le tribunal de la responsabilité et de la somme qui est due, parce qu'avant ce moment-là, la créance due en vertu de la faute n'est pas liquide, certaine et exigible parce qu'elle n'est pas encore déterminée spécifiquement par le tribunal. Donc, dans le cas de quelqu'un, on considère que le droit, par exemple, au dommage-intérêt est né au moment du préjudice, ça oui, mais le droit de les réclamer et les dommages-intérêts qui suivent vont commencer à courir seulement à partir de la demeure ou du moment où ça devient exigible, et ça devient exigible uniquement quand on a déterminé concrètement combien ça vaut, ces dommages-là. 16.13, très, très important, dommages-intérêts prévus ou prévisibles. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que les dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute l'autre qu'elle n'est point exécutée. Donc, en matière contractuelle, des dommages-intérêts pour des trucs qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ne seront pas indemnisés. 16.14, les dommages-intérêts dus aux créanciers en réparation du préjudice sont établis en fonction des taux d'actualisation du gouvernement. Donc, on n'a pas accès à ces taux-là, fait qu'à l'examen, il n'y aura pas de question là-dessus. 16.15, le tribunal peut se réserver le pouvoir pendant 3 ans de réentendre une question en préjudice corporel pour bien déterminer combien ça vaut. On a la table d'actualisation? C'était la page 81. OK. Fait que ça se peut qu'on l'ait, mais je ne pense pas qu'on aura de calcul de préjudice à faire anyway parce qu'il faut actualiser, c'est des calculs actuariels.
Donc, 16-17, les dommages intérêts résultent du retard d'exécution d'une obligation, droit du créancier. Bon. Dommages intérêts, oui? Vas-y, Il y a Fred. une question de demander le taux d'actualisation. Sérieux? Mais c'est ça que je m'intéresse. Oui, comme un taux de 3,75 puis 2,75. Je ne sais pas c'est où que ça se trouve, là. C'est dans le règlement de réunion. Oui, puis je vais me le noter à l'article 16-14. On compte sur toi. Règlement d'application de l'article 16-14 du Code civil sur l'actualisation des règlements Alors, c'est quoi, c'est règlement? d'application de l'article 16-14. OK, vraiment OK, ouais, c'est vraiment précis. OK, bon. C'est un taux de 2% puis de 3,25. C'est 2 pourquoi? Les pertes résultant tant de la diminution de la capacité de gain, de la progression des revenus, traitement ou salaire. Puis 3,75, c'est pour? 3,25 pour les autres pertes résultant dans l'inflation. OK, haute perte, inflation. OK, parfait. C'est bon. Juste pour le savoir au cas où, je pense pas qu'il y a une question là-dessus, mais ça serait quand même chiant. Est-ce qu'il y a un article dans ce règlement-là? Y a-tu un article dans le règlement, Fred? C'est genre une page, les règlements, puis c'est comme... Le règlement fait une page, ça a l'air. Fait que, OK, parfait. Merci. Si tu as Yvon Blais, c'est la page 1080. si tu as Yvon Blais, c'est la page 1081 du code. Pour Wilson Lafleur, je ne sais même pas si on l'a dedans. Je vais regarder à l'instant dans la table des matières. Règlement. Puis au pire, c'est ça aussi mention honorable pour ceux qui n'ont pas suivi dans le groupe. Il y a des gens qui se demandaient justement là, à savoir si tu as juste des Yvon Blais, tu n'as pas la P38, admettons, ou juste tu as juste les codes de Wilson, tu n'as pas la loi sur les cours fédérales. À l'examen, il semblerait que le barreau va nous fournir les codes des autres éditeurs. Page R1 dans Wilson de l'affaire en passant, merci. Le barreau va nous fournir au besoin des codes justement d'autres éditeurs et les codes alternatifs pour bénéficier de toutes les lois. Donc, n'hésitez pas à vous faire le renvoi dans votre code quand même si vous n'avez pas une loi. Et ensuite, justement, à l'examen, au pire, vous vous leverez, ça vous fera une petite marche, puis vous irez consulter un Yvon Blais ou un Wilson Lafleur au besoin pour voir ces lois-là. Donc, quelques petites mentions finales en respo. Là, il ne reste plus grand-chose. Il y a deux affaires que je voulais encore traiter. On a l'article 1621 sur les dommages punitifs. Et on peut faire un lien aussi avec l'article 49 de la Charte. Il y a une atteinte volontaire là, intentionnelle au droit de la Charte. Donc, on peut prévoir des dommages punitifs. Il ne faut pas que ça excède ce qui est nécessaire pour assurer leur fonction préventive. Ça s'apprécie en fonction des circonstances, de la gravité, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de dire, si quelqu'un est vraiment de mauvaise foi, vraiment désagréable et pas cool, bien, on peut le forcer à payer des dommages punitifs pour vraiment décourager les autres d'avoir ce genre de comportement. Fred, tu avais... Oui, la loi le prévoit. 1621 le prévoit. 1621, ça fait juste. Puis 49 le prévoit en fait pour l'atteinte au droit de la personnalité. Fait que c'est pour ça que tu passes par 1621, tu dis 49, tu as atteint un de mes droits de la personnalité, dommage punitif. Mettons 1899 pour le bail, mettons, il prévoit aussi. 1899 pour le bail? OK. Et si tu n'as pas d'atteinte à les articles de la Charte québécoise de 1 à 10, puis qu'il faut tout voter par 49, tu peux avoir des dommages punitifs juste en utilisant 1621. Non, c'est ça, exact. Tu ne peux pas utiliser 1621 on its own pour demander. Exact, oui, très bien. Tu fais bien de le. Lorsque la loi le prévoit, tu ne peux pas dire tu as très raison. Merci, Fred. C'est ça. Vous avez des boîtes. Exact. Il faut que tu aies tes boîtes puis que ça contrevienne à un article de la Charte. Donc, c'est ça, 1 à 10 de la Charte, ou que ça soit prévu ailleurs, genre dans le bail, on peut demander des dommages punitifs. Très vrai. Succession, nom de la personnalité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est ça. La dernière affaire que je voulais dire, puis c'est une mention que je trouve, moi, c'est un truc qui n'est pas écrit nulle part dans le code, puis dans l'estimation des dommages-intérêts. Puis moi, je m'en suis rappelé parce que je ne sais pas si c'était dans un des exercices ou dans la capsule qu'on en parlait, mais on parlait justement là, de la petite Joanie qui a un accident. Je pense que c'est dans l'exercice du centre de ski qu'on en parlait, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, lorsqu'on va estimer les dommages accordés à quelqu'un en vertu par exemple, d'un dommage corporel, là, le petit se fait écraser la tête au ski puis il devient inapte pour le reste de ses jours, là, puis il ne peut plus travailler. La manière de déterminer combien il aurait gagné, combien ça aurait été quoi
son salaire, dans le sens qu'on va pouvoir demander une compensation premièrement pour les soins puis tout, pour s'assurer que tout le reste de sa vie, il puisse se promener en chaise roulante et que sa maison soit adaptée. Mais ensuite, on va aussi considérer qu'il y a eu une perte de salaire parce qu'il n'y aura jamais d'emploi, parce qu'il est incapable à 100%, il y a une incapacité totale. Donc là, pour déterminer ce salaire-là, si on n'a pas d'indication, si l'enfant a 14-15 ans puis il se dirigeait vers des études, on peut avoir une certaine idée. On peut dire, il est à l'université, on va prendre le salaire de quelqu'un qui va à l'université. Mais si on parle d'un enfant de comme 4 ans, ben, on va regarder ce que faisaient ses parents, puis ça va être un des indicatifs majeurs qui va nous permettre de déterminer le salaire auquel il aurait eu le droit sa vie durant pour compenser cette perte pécuniaire-là. Donc, gardez ça en tête un peu, là. Je pense qu'on peut demander, là, même pour un enfant de 6 ans, on peut demander à la fois, justement, perte pécuniaire directe d'un préjudice corporel, donc dire les soins de santé et tout et tout. Il y a un très beau tableau qui est fait sur Cognitis là, par le barreau à cet effet là, pour tout différencier, mais Fred l'a imprimé juste devant moi. Mais de dire, par exemple, justement, frais de santé, tout le kit là, pour s'assurer que le kit vive correctement, mais aussi perte pécuniaire liée au fait qu'il ne pourra pas travailler, même quand tu es un enfant, même si tu n'as pas d'emploi au moment du préjudice, ben ça reste que dans le futur, ça aurait pu être le cas. Donc, on va utiliser ce que les parents font comme salaire pour estimer à peu près combien le kid aurait pu avoir. Oui, vas-y, Fred. Quand tu es en abus de procédure, mettons, responsabilité professionnelle, il y a une question là-dessus. Oui. L'article 54 prévoit aussi qu'il faut donner une dommage punitif. OK, oui. Si vous voulez vous noter, c'est à 16-21, notez-vous 54 du Code de procédure civile. Oui, qui nous dit qu'en cas d'abus de procédure, on peut demander des dommages punitifs. Aussi, justement, dans le cadre des exercices en respo, je me rappelle, je ne sais pas, je pense que c'était en respo ou c'était en obligue, il y avait des questions justement sur la responsabilité de l'avocat et tout et tout. Je pense pas que c'était en respo. Je pense pas qu'il y aura des questions là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de déonto encore, fait que ça serait un peu drôle. Mais le cas échéant, allez voir le contrat de mandat, allez voir les obligations du mandataire, puis de là, vous allez pouvoir déterminer s'il y a eu inexécution contractuelle du mandataire. Donc, sous 1458, 1434, on peut invoquer une responsabilité et donc une compensation en dommages-intérêts pour un préjudice matériel, moral, corporel. Voilà. Donc, ça complète la révision. Si vous avez des questions quelconques ou des commentaires sur justement mes propos qui étaient peut-être factuellement faux, ben, n'hésitez pas à le mentionner, là, soit directement, soit m'écrivez-moi dans les commentaires ou sur Facebook. Et je vous souhaite à tous une belle révision et une belle journée.